Jeudi 14 janvier 2016, bonjour, merci d'être avec nous, c'est le journal sur I24 au sommaire de l'actualité. Shimon Peres hospitalisé ce matin, l'ancien président israélien victime d'une crise cardiaque, il a subi une intervention, son état est stable, il est conscient, nous serons sur place dans un instant. En Israël, toujours ce projet de loi qui fait écho à l'actualité française. La déchéance de nationalité pour les candidats au djihad, c'est le nouveau cheval de bataille du ministre de l'Intérieur. Et puis le terrorisme qui frappe l'Indonésie, cette fois série d'explosions et une fusillade aux abords d'un café à Jakarta, en plein cœur de la capitale ce matin. On parle d'au moins 4 morts et plusieurs assaillants abattus. Dans le journal également, exercice périlleux pour Manuel Valls, le Premier ministre, opposé à la politique spectacle, participera pourtant ce samedi à l'émission de Laurent Ruquier sur France 2, Pente savonneuse, décryptage à suivre. Enfin, toute l'Amérique était devant sa télé cette nuit et il y a au moins 3 gagnants. Ils devraient se partager la super cagnotte, record de tous les temps, 1,5 milliard de dollars. On en parle dans moins de 30 minutes. Bienvenue à tous. Shimon Peres a donc été victime ce matin d'une crise cardiaque. L'ancien président israélien âgé de 92 ans a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital Shiba de Tel Aviv où on vous retrouve Léa Berdugo. Quel est l'état de Shimon Peres ? Écoutez, il est conscient, il va bien, il communique. Ce sont les informations dont nous disposons par le biais de son porte-parole, mais également par le biais de son gendre et médecin personnel, Rafi Walden, à qui nous avons pu parler. Je vous propose d'écouter son intervention. Oui, il s'agit d'un jeune sujet de 92 ans qui est dans parfait état de santé, qui a ressenti ce matin une douleur précordiale dans la poitrine. Et nous l'avons amené immédiatement à l'hôpital pour ne pas prendre aucun risque. Et nous lui avons fait une cathétérisation cardiaque dans laquelle on a trouvé qu'une des artères, pas la plus importante, mais une des artères qui nourrit le myocarde est bloquée. Alors cette artère a été dilatée avec un grand succès, un stent a été introduit et maintenant la circulation sanguine du cœur est parfaitement rétablie. Il était tout le temps conscient, il n'a pas beaucoup souffert et maintenant il est en pleine forme. Il insiste à continuer son programme de la journée, il rouspète contre son équipe qui insiste qu'il reste à l'hôpital. Et l'échocardiographie qu'on a fait maintenant à la suite de la cathétérisation montre que le cœur fonctionne d'une façon parfaite. Voilà, Shimon Peres, donc vraisemblablement en pleine forme, selon les mots de son médecin personnel, qui est également son gendre. Merci en tout cas à Léa Berdugo sur place. Autre titre, et on reste en Israël. Prison à vie requise pour 2 Israéliens dans l'affaire de ce jeune Palestinien brûlé vif. L'assassinat de cet adolescent, Mohamed Abourder, avait contribué, vous en souvenez, à l'escalade des violences menant à la guerre de Gaza à l'été 2014. Les précisions de Joseph Emmanuel. Prison à vie, c'est la sentence du tribunal de Jérusalem contre 2 Israéliens. Ils ont été reconnus coupables d'avoir participé au meurtre d'un adolescent palestinien. Un meurtre particulièrement barbare. Mohamed Abou Kdeir avait été brûlé vif. Nous sommes alors en 2014, quelques mois avant la guerre de Gaza. Mohamed est kidnappé près de chez lui, à Chouafat. Peu après, la police retrouve son corps calciné. Sur les 3 accusés, 2 étaient mineurs au moment des faits, des jeunes Israéliens appelés des nouveaux nazis par le père de la victime. Ce meurtre a fait tressaillir la société israélienne, peu habituée à ce qu'on nomme désormais le terrorisme juif. Au lendemain de cet assassinat, le Premier ministre Netanyahou a téléphoné au père de la victime pour lui présenter ses condoléances. Je promets que ceux qui ont perpétré ce crime seront traduits en justice et paieront cher leurs gestes. Fait rarissime, le nom de Mohamed est ajouté à la liste des victimes du terrorisme en Israël. Mais malgré la condamnation, l'affaire semble devenir politique. Le père de la victime exige que le nom de son fils soit retiré de la liste des victimes de terrorisme et il demande à l'État d'aller plus loin dans la punition des coupables.
Nous réclamons justice de la part de l'État. Si la démocratie existe en Israël, leur maison doit être détruite, comme le sont celles des Arabes coupables de crimes anti-juifs. Mais la demande du père de la victime a peu de chances d'être réalisée. Ces démolitions n'ont pas lieu quand le terroriste est un Israélien, qu'il soit juif ou arabe. Et on va plus loin avec vous, Mathias Inbar, au sujet de cette affaire. Est-ce que les réquisitions du procureur vont être entendues? On ne peut imaginer que la prison à vie pour ces deux jeunes Israéliens? Vraisemblablement, c'est ce qui sera décidé. En tout cas, les réquisitoires ont été émis par le procureur de la Cour de Jérusalem. Pour l'instant, nous n'avons pas de date précise sur la date des délibérés, en tout cas du verdict. Et pour l'instant, effectivement, c'est ce qui semble se tramer, à savoir la prison à vie pour les deux mineurs jugés de complicité de meurtre et non pas de meurtre, parce qu'ils ont tout simplement aidé donc à l'enlèvement et le meurtre de sang-froid de ce jeune Mohamed Abourder en juillet 2014. Vous l'avez rappelé à l'instant, il y avait eu ensuite de très graves incidents, de très graves échauffourées, affrontements entre les habitants des quartiers palestiniens de Jérusalem et les forces de sécurité dans cette ville de Jérusalem. Le père, en tout cas, de la victime regrette en tout cas la lenteur de la justice israélienne et a déclaré d'ailleurs hier que finalement si ces mineurs et surtout le principal accusé, celui qui a 29 ans, il est majeur. D'ailleurs, ses avocats invoquent l'état psychiatrique pour juger la non-responsabilité légale de leur client. Mais le père, en tout cas pour revenir au père de Mohamed Abourder, regarde la lenteur de la justice et dit que si finalement ils avaient été jugés immédiatement, il n'y aurait pas eu d'incendie criminel causant la mort de la famille Darwabché. C'était à Douma il y a plus de 6 mois. Autre précision, Mathias, on l'a entendu, les parents de la victime exigent également que la maison des deux terroristes juifs soit détruite, même sort que pour les terroristes palestiniens. C'est une demande qui a des chances d'aboutir? Pour l'instant, si l'on parle à tous les experts de la justice israélienne, c'est une demande qui a peu de chances d'aboutir, tout simplement parce qu'ils nous disent, comparativement à la société palestinienne où il y a un effet de masse et surtout il y a des démonstrations de joie et où on pousse à l'effet de martyr, on ne parle pas de terroristes dans la société palestinienne, mais bien de martyrs. Et donc voilà pourquoi, selon les experts de la justice israélienne, il y a peu de chances à ce que cette décision, en tout cas, soit acceptée, cette proposition plus exactement, soit acceptée, parce que vous le savez, immédiatement, que ce soit pour le meurtre de Mohamed Abourder ou de la famille Darwabché, il y a eu une levée de toute la société israélienne pour regretter et surtout condamner ces deux meurtres. Merci Mathias pour ces précisions. Et en Israël, toujours ce projet de loi qui fait écho, je vous l'annonçais en titre, à l'actualité française. La déchéance de nationalité pour les candidats au djihad, pour la plupart des Arabes israéliens. C'est le nouveau cheval de bataille du ministre de l'Intérieur, Julien. Quels sont les nouveaux critères de cette loi? En clair, qui est concerné? Oui, c'est le nouveau cheval de bataille du nouveau ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, qui estime qu'actuellement il y a au moins 10 Arabes israéliens dans les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak. Il demande donc que chaque Israélien qui quittera les frontières du pays pour rejoindre l'État islamique se verra retirer la nationalité automatiquement, sans procédure judiciaire. Regardez, on va voir un petit peu ce que prévoit cette loi. Déchéance immédiate de la nationalité israélienne sans procédure judiciaire, sans avoir besoin d'être revenu sur le territoire israélien. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est pour les dissuader. Si vous partez, vous ne pourrez pas revenir. Donc on n'a pas besoin d'attendre qu'ils reviennent. Et enfin, dernière mesure, c'est directement entre les mains du ministre de l'Intérieur et pas entre les mains de la justice et de la Cour suprême, comme c'est le cas actuellement. Aryeh Deri a estimé que cette modification de la loi est primordiale, car Israël voit de plus en plus d'Arabes israéliens rejoindre l'État islamique et c'est une menace pour la sécurité de l'État d'Israël. Il veut donc, à partir du moment où ils ont quitté le territoire, leur retirer la nationalité, et comme ça ils ne peuvent même pas revenir, à l'inverse des djihadistes européens qui reviennent en Europe et commettent des attentats en Europe. Ils disent, eux ne pourront pas revenir en Israël. Alors, Israël n'est pas le seul pays, évidemment, à envisager cette déchéance de nationalité. On en parle énormément encore en France. D'autres pays l'appliquent aussi. Alors, on va revoir d'abord la situation en France. On va regarder après, comparativement avec les États-Unis, regardez en France ce que dit actuellement le Code civil. Il y a
plusieurs cas où la déchéance de nationalité est envisagée. On les voit à l'écran, terrorisme, haute trahison, espionnage, acte préjudiciable à la France. Mais tous ces cas sont valables uniquement si la personne n'est pas née en France, c'est-à-dire si elle a acquis la nationalité et si elle a une autre nationalité. François Hollande a voulu changer un peu cette mesure en gardant le cas de double nationalité parce qu'il est interdit en droit international de rendre les personnes apatrides, c'est-à-dire sans nationalité. En revanche, il a voulu changer le cas des personnes nées en France. Écoutez, c'était au Congrès devant les parlementaires réunis après les attentats, on s'en souvient. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français. On le voit, il y a toujours cette question de la double nationalité, à savoir, on ne peut pas être apatride, c'est interdit par la Convention de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Or, en Israël, visiblement, le ministre de l'Intérieur n'a pas l'air de se soucier de cette question. Alors, est-ce qu'il pourra faire passer la loi? Est-ce que ça sera validé par la Cour suprême israélienne? Est-ce que ça ira à la Cour de justice internationale? On ne sait pas, on verra. Peut-être que c'est simplement une mesure populiste qui n'a aucune chance d'aboutir, on le verra. En tout cas, voilà ce que voulait faire François Hollande. On continue un petit peu le tour du monde. Regardez aux États-Unis. Alors, le débat est moins important parce qu'il y a eu moins de cas de djihadistes américains qui ont rejoint l'État islamique et qui sont revenus. Donc le débat est moins important. Mais voilà un peu les cas où on peut perdre la nationalité. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a également beaucoup de cas où on peut renoncer à la nationalité pour des raisons fiscales, etc. Mais voilà les cas pour lesquels on peut les perdre. Si on a obtenu une nationalité étrangère, donc double nationalité encore une fois, si on s'est enrôlé dans une armée étrangère qui est engagée contre les États-Unis ou si on est condamné pour trahison. Finalement, ça ressemble un peu à la France. Les cas se ressemblent. Affaire à suivre pour Israël, notamment pour cette affaire de double nationalité. Merci Julien. Terrorisme toujours et il n'a pas de frontières. On le voit aujourd'hui encore. C'est cette fois l'Indonésie qui est touchée. 6 explosions et des coups de feu à l'extérieur d'un café au retenti dans le centre de Jakarta tôt ce matin. Bilan, au moins 4 morts et plusieurs assaillants abattus. Les précisions de Joseph Emmanuel. Jakarta, plein centre-ville, plusieurs détonations retentissent. La confusion règne, une fusillade se fait entendre. En quelques minutes, les secours sont sur place, plusieurs corps gisent à terre. Très vite, le quartier est bouclé. L'unité de démineurs antiterroristes, le KBR, arrive en force. Les unités spéciales se placent, s'équipent. Ils viennent d'apprendre qu'un homme, sans doute un assaillant, se trouve sur le toit. Une voiture fait bouclier pour permettre aux journalistes de traverser la rue. À l'approche des policiers, des tirs retentissent encore à l'extérieur d'un café Starbucks. Selon la police, au moins une des explosions pourrait avoir été provoquée par un kamikaze. Et puis en Turquie, 2 jours après l'attentat d'Istanbul, vague d'arrestations de complices présumés hier. Le quartier touristique de Sultanahmet est lui toujours déserté ce jeudi. Le reportage d'Océane Nicole. La Turquie poursuit ses recherches 2 jours après l'attentat suicide d'Istanbul qui a tué 10 touristes. L'enquête avance, plusieurs arrestations ont eu lieu, 5 suspects ont été mis en garde à vue. La police turque l'affirme, cette attaque a été perpétrée par un migrant venu de Syrie âgé de 28 ans. Il était entré quelques jours plus tôt sur le territoire turc. Cet individu n'était pas sous notre surveillance, il n'était pas suivi. Il est rentré normalement comme un migrant lambda, comme n'importe quel individu dans notre pays. Mais suite à l'attaque, toutes ses connexions ont été scrupuleusement examinées et ses liens avec Daesh ont été mis en lumière. Mais aussi des liens avec des personnes utilisées par Daesh faisaient partie de son entourage. Selon les médias locaux, le kamikaze identifié comme Nabil Faldi est né en Arabie Saoudite. Il est arrivé en Turquie le 5 janvier dernier. C'est grâce à ses empreintes digitales enregistrées par les services d'immigration que la police a pu l'identifier rapidement. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Le Premier ministre turc s'est dit prêt à prendre les mesures nécessaires pour stopper ces attentats. Si ces sous-traitants de Daesh imaginent qu'ils pourront s'en prendre à la Turquie,
Comme malheureusement nous venons de le vivre et comme nous en avons trop souffert, la Turquie est prête à prendre toutes les mesures qui seront nécessaires pour anéantir toutes les organisations sous-traitantes et tous ceux qui coopèrent avec elle. La Turquie est en état d'alerte maximale depuis le 10 octobre dernier, depuis l'attentat devant la gare centrale d'Ankara, un attentat qui a fait 103 victimes. Et toujours en Turquie, à noter ce nouvel attentat ce matin, cette fois attribué aux séparatistes kurdes. Une voiture piégée a explosé devant un commissariat dans le sud-est du pays. 5 personnes ont été tuées, 39 autres blessées. Il est 12h15 à Tel Aviv, c'est le journal. Vous êtes sur I24. Tout de suite, l'essentiel de l'actu avec vous, Elsa Mivoun. Bonjour Barbara, bonjour à tous. L'attaque de Jakarta en Indonésie est désormais terminée. C'est ce qu'a déclaré le chef adjoint de la police nationale. 2 civils, dont un ressortissant néerlandais, ont été tués, 5 assaillants neutralisés. On dénombre également plusieurs blessés. L'État islamique avait lancé un avertissement énigmatique envers ce pays. L'OMS annonce la fin de l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest avec l'arrêt de la transmission au Libéria, le dernier pays où un cas avait été détecté en novembre dernier. Mais l'Organisation mondiale de la santé reste prudente. Des rémanences sont possibles, le travail n'est pas fini. Il y a 5 ans, jour pour jour, Zinel Abidine Ben Ali quittait la Tunisie pour se réfugier en Arabie Saoudite. Après le bouleversement politique de janvier 2011 qui avait soulevé tant d'espoir, que reste-t-il de la révolution de Jasmin? Le progrès social reste le grand absent du bilan. Voilà pour les titres. Merci Elsa. On jette tout de suite un coup d'œil à la météo de ce jeudi. Autre titre à la une de l'actualité ce jeudi, c'est le risque d'avalanche toujours élevé aujourd'hui en Isère, un niveau de 4 sur 5 après la mort hier d'au moins 3 personnes aux Deux-Alpes et parmi elles 2 lycéens. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte. Un drame en Isère, il est 15h45 ce mercredi quand une avalanche se déclenche sur une piste noire des Deux-Alpes à 2500 mètres d'altitude. 10 personnes sont sur la piste, majoritairement des adolescents qui faisaient partie d'un groupe de 19 élèves lyonnais en voyage scolaire. Ils étaient accompagnés de 3 enseignants. L'avalanche a fait 3 victimes, une jeune fille de 16 ans et un garçon qui a succombé à ses blessures. Un touriste ukrainien extérieur au groupe fait lui aussi partie des victimes. L'enseignant polytraumatisé a été hospitalisé à Grenoble, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Les autres élèves ont été reconduits à leur lycée de Lyon. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, s'est rendue sur place pour les accueillir. Je suis venue ici pour exprimer toute mon émotion et toute ma solidarité à cet établissement qui a été durement touché par le drame terrible de cet après-midi. Mes pensées vont aux familles des victimes et notamment aux familles de ces 2 élèves décédés dans cette avalanche. Les 19 élèves étaient en classe de première en option sport. Un enseignant les a accompagnés sur cette piste noire, une piste qui était pourtant fermée depuis le début de la saison. Une enquête a été ouverte pour déterminer pourquoi le professeur a amené ses élèves sur une piste interdite. Nous avons entrepris les constatations dans le cadre d'une enquête judiciaire diligentée par le procureur de la République de Grenoble et des auditions sont actuellement en cours, d'autres auront lieu dans le but d'établir d'abord les circonstances dans lesquelles le groupe s'est engagé sur cette piste qui était fermée et ensuite ce qui a pu provoquer l'avalanche et la chronologie exacte des faits. Le risque d'avalanche est élevé dans la région cet hiver. Depuis le début de l'année, 4 personnes ont déjà perdu la vie dans les Alpes françaises.
Et on reste en France avec l'affaire de la kippa qui a tourné hier au débat politique national. François Hollande lui-même a réagi. Le suspect de l'attaque antisémite, lui, a passé la nuit en prison. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Il a déclaré aux enquêteurs avoir honte de ne pas avoir réussi à tuer l'enseignant qu'il a agressé à la machette. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire. L'agresseur est mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste. Il est actuellement placé en détention provisoire. L'adolescent terroriste était jusqu'alors inconnu des services de renseignement. C'est par Internet qu'il se serait radicalisé. Il a dit à ses enquêteurs s'intéresser aux tests djihadistes depuis plus d'1 an. Cette attaque a été condamnée par l'ensemble de la classe politique. Elle est l'occasion pour le président de rappeler son attachement à la liberté de culte. Il est insupportable dans notre pays que des citoyens se voient inquiétés, agressés, frappés en raison de leur choix religieux. Il est insupportable qu'ils puissent en tirer la conclusion qu'il faudrait se cacher. Seulement quelques blessures au dos et aux mains. Le jeune enseignant sait qu'il a échappé au pire. Une lame de 50 cm de long, c'était une agression pour tuer. La victime se remet doucement. C'est grâce à Dany que les policiers ont pu interpeller l'agresseur. J'ai trouvé de la station-service juste en face avec mon scooter. J'allais partir. Quand j'ai entendu donc les cris de M. Amselem, je suis son nom après. Et j'entendais « Pourquoi vous faites ça? Vous allez me tuer ». Bon, quand j'ai vu l'agresseur avec des grands coups de machette, j'ai vite compris de quoi il s'agissait. Donc en un instant, on ne réfléchit pas trop. Je me suis dit il faut faire quelque chose. Donc j'ai traversé la route quand la voiture m'a permis de passer. Et au moment quand je suis arrivé, donc l'agresseur avait perdu sa machette. Et M. Amselem était par terre, il s'est relevé, il a montré, il a dit « Rabbi, il m'a attaqué avec ça, c'est parce que je suis juif, parce que j'avais la kippa ». Cette attaque est la 3e attaque antisémite en quelques mois dans la ville de Marseille. Et le débat sur le port de la kippa a largement dépassé les frontières de la France. Ici, en Israël, on le suit de près. Exemple, à Netanya, où Maxime Perez est parti à la rencontre de la communauté francophone. Et je vous rappelle que vous êtes sur le www.radiofuté et la radio francophone d'Israël et son animateur vedette, Charles Ben-Guigui. Israël, 24 h sur 24. Une fréquence généraliste où l'on traite des sujets d'actualité, y compris en France. Forcément, les récents événements à Marseille font réagir les auditeurs. Les auditeurs, franchement, sont inquiets aujourd'hui. J'ai l'impression que la vapeur s'est renversée. On était inquiets pour les francophones vivant ici en Israël. Aujourd'hui, c'est nous, depuis Israël, nous francophones, juifs habitant en Israël, qui sommes inquiets pour nos familles qui se trouvent en France. À Netanya, le sujet est également sur toutes les lèvres. Pas uniquement chez ceux qui portent la kippa. Dans cette ville située au nord de Tel Aviv, où le français fait office de langue officielle, les gens ne cachent pas leur incompréhension, mais aussi une certaine colère. Je ne trouve pas ça très normal, parce qu'on a une identité, il faut la garder, avant tout. Donc si on doit porter une kippa, c'est comme si on disait aujourd'hui, c'est comme si vous disiez aux musulmans d'enlever leur voile ou aux chrétiens d'enlever leur croix ou ainsi de suite. Nous, c'est notre identité, la kippa, je ne vois pas pourquoi on l'enlèverait. Critique des instances communautaires et appel au gouvernement de Manuel Valls pour que la réponse à la répétition d'actes antisémites ne se limite pas à de vaines condamnations. C'est au gouvernement de faire le nécessaire pour protéger les citoyens français. Ce ne sont pas des juifs français, ce sont des Français juifs. Je pense qu'il y a une grosse différence. Depuis les attentats de Paris en janvier 2015, près d'un quart des 7000 nouveaux immigrants français recensés par l'agence juive se sont installés dans cette ville du littoral israélien. Une tendance qui devrait également se confirmer cette année. L'histoire du jour est celle d'un homme. Il s'appelle Rob Lowry. C'est un Britannique. Il comparaît aujourd'hui au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour avoir tenté de faire passer en Angleterre une fillette afghane. Elle était réfugiée à Calais. Elle a à peine 4 ans. Betsabé. Exactement. Alors nous sommes le 24 octobre 2015. Rob Lowry donc séjourne à Calais. C'est pas la première fois. Il est aux côtés des réfugiés. Une fillette afghane de 4 ans est endormie sur ses genoux. Il connaît
connaît bien Bahar, surnommé Bru, et qui vit seul avec son père à Calais. Ça fait plusieurs fois que celui-ci demande à Rob d'ailleurs d'emmener sa fille. Alors l'ancien soldat britannique se demande: est-ce que je la laisse souffrir ici dans la jungle où il n'y a pas d'avenir pour une enfant de 4 ans, ou est-ce que je l'emmène à Leeds où ma famille pourra lui donner une vie normale? Alors Rob accepte la requête du père de Bru et il viole la loi. Il la cache dans un compartiment de sa fourgonnette où, imprévu, 2 Érythréens se glissent eux aussi et sont découverts par la police. Rob est arrêté, le Britannique de 49 ans comparé donc cet après-midi à Boulogne-sur-Mer avec d'autres passeurs présumés. Il risque 5 ans de prison et 30 000 € d'amende. Voilà, et ce procès provoque évidemment une forte mobilisation. Oui, alors la toile s'est saisie de cette histoire et de ce héros. Les Britanniques ont été particulièrement émus du sort de leurs concitoyens. Des pétitions de soutien aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne ont rassemblé des dizaines de milliers de signatures. Alors pour l'avocate de Rob Lowry, il s'agit d'un délit de solidarité. Je cite: mon client s'est retrouvé pris en étau entre ces 2 contradictions, venir en aide à l'enfant ou la laisser en danger. Alors ce sera probablement la ligne de défense de Rob, la non-assistance à personne en danger. Mais est-ce que cette stratégie va parler au juge? La présence des deux Érythréens à l'arrière du véhicule fragilise cette thèse de l'élan solidaire. Décision qui sera sans doute très décisive sera: est-ce qu'il a eu une contrepartie financière ou pas? Voilà, le procès s'ouvre donc aujourd'hui. Des nouvelles de la petite fille afghane? Alors Rob ne l'a pas revue, mais il a réussi à réunir de l'argent pour lui offrir une caravane où elle vit désormais avec son père. Merci Betsabé, c'était l'histoire du jour à suivre dans le journal. C'est les montagnes russes pour François Hollande. 2 mois à peine après les attentats de novembre, la cote de confiance du chef de l'État replonge. Comme en janvier, il ne parvient pas à capitaliser sur ses remontées. On en parle dans un peu moins de 5 minutes. Restez avec nous sur I24.